Et puis, formation de gouvernement, un peu avec quelques difficultés. On a été même jusqu'à dire qu'il allait démissionner avant d'avoir commencé. Alors, où en est-on exactement, au fond? On en parle tout le temps de cette espèce d'abîme qui est là. Tom Benoît. La situation est toute claire, mon cher André, c'est que nous avons effectivement plus de 3100 milliards de dettes qui a déjà été émise, qui est donc de la monnaie circulante finalement, on pourrait dire, sur les marchés, puisque la monnaie moderne est une énorme dette, la dette des pays occidentaux. Je note à ce niveau-là que les Américains sont à peu près dans la même situation que nous. Ils ont beaucoup de déficits, ils ont beaucoup de dettes, les Italiens également, sauf pour parler d'un pays européen. Sauf que si on parle des Américains, ils ont aussi dans l'intervalle des entrées de capitaux à long terme. Nous n'en avons pas. Si on parle des Italiens, l'Italie redevient le 4e plus gros exportateur du monde cette année. Et nous 4e plus gros exportateur du monde, l'Italie. Absolument. Et fait partie des pays, si vous faites abstraction, on va dire, des exportations énergétiques, puisque l'Italie est très dépendante de l'importation de matières premières énergétiques. Comme nous également, mais beaucoup plus, puisque nous, dans l'absolu, pourrions avoir ou caresser l'espoir d'avoir une souveraineté, avec le nucléaire notamment. Exactement. Et fait partie donc des plus gros exportateurs. Et de plus, vous avez des secteurs de l'économie italienne comme le vrai luxe, c'est-à-dire le luxe archaïque qui repose sur le savoir-faire et pas simplement sur l'image de la manufacture qui délocalise et qui fait fabriquer en Bulgarie. Vous voyez peut-être de qui je pourrais parler. Tout à fait. Et ces secteurs, il y a 6 ou 7 secteurs à peu près, la pharmacie également, le mobilier qui est beaucoup exporté notamment aux États-Unis, dépasse les exportations d'automobiles et de machines-outils allemandes si on les additionne cette dernière année. Intéressant de rappeler le rôle de l'Italie, mais Tom Benoît, je voudrais revenir aux paroles de Pierre Moscovici quand il dit, écoutez, aujourd'hui voilà, il faudrait donc 30 milliards à moins économiser, 30 milliards en 2025, 100 milliards en 2028. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiser sur quoi, de quoi en quoi? Parce que on entend effectivement les conseils, on entend les recommandations, on entend les cris d'alarme, mais ça veut dire quoi concrètement? Michel Barnier qui arrive accordons-lui bénéfice du doute, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle est la marge de manœuvre? Absolument rien, puisque j'y venais justement. La réalité, c'est que nous avons déjà ces 3100 milliards de dettes, majoritairement extérieures, mais que nous sommes, comme beaucoup de pays européens, surendettés, et que le plan qui est actuellement déployé de se surendetter à échelle européenne. C'est l'objet du rapport de Mario Draghi, qui a été rendu la semaine passée. 400 pages, 170 propositions, qui ne sont pas des propositions. Virginie Geron en parlait hier chez nous. Très certainement, et qui ont donc pour objet de convaincre les nations, les États-nations, de mutualiser leurs dettes et de endettons-nous, mais surtout comme un seul homme. Ça veut dire qu'on va émettre de la dette euro. Ça va plus être de la dette libellée en euros, mais qui sera la dette de la France, la dette de l'Allemagne. Ça va être une énorme dette euro. On va créer un collatéral qui sera probablement l'épargne privée, peut-être également les biens publics d'une certaine façon. Je rappelle au passage, c'est une digression, que jamais autant de biens publics ont été cédés que cette dernière année, qui battait déjà un record par rapport à l'année précédente. Bilan là aussi de monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances. Il a quand même un nom et une responsabilité. Et le plan est celui-ci. Donc que monsieur Barnier ou monsieur Moscovici, qui ne serait pas désobligeant en disant qu'il semble en quelque sorte apercevoir pour la première fois l'aspect dramatique de la situation, donc se réveiller un petit peu, constate le drame, ne suffit pas. La réalité, c'est de dire, est-ce que vous êtes OK, est-ce que vous donnez votre feu vert, votre aval pour que l'on trouve une solution en reprenant la main sur notre endettement et que l'on crée une vraie commission des dépenses et des réductions des dépenses nationalistes, avec des accents nationalistes, ou est-ce que vous donnez au niveau de la France, à l'échelle de la France, c'est ça? Le nationalisme, c'est au niveau de la France et au niveau des États. Moi, je peux être nationaliste pour l'Italie également, mais quand j'entends Michel Barnier, puisque vous le convoquiez précédemment, dire l'homme des oxymores, je suis un gaulliste social, je suis un Européen souverainiste. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas viril et féminin à la fois. Vous n'êtes pas gaulliste social, vous n'êtes pas libéral social, vous n'êtes pas nationaliste européen. Ça n'est pas possible. Donc, la réalité, c'est que soit on prend la main sur notre dette, et là on a une vraie Banque de France, et on peut dans l'absolu, parce qu'avant ça, on va relancer nos exportations et faire des politiques vraiment libérales. Et faire de
vraie politique également d'économie. Mais on peut également se servir de notre épargne et également de l'épargne qu'on aura attirée et qu'on aura conservée, parce qu'actuellement on la fait fuir l'épargne. Quand vous dites aux gens, entre les lignes, on va se servir de votre épargne pour émettre de la dette euro, je peux vous assurer, cher André, qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça me plaît pas beaucoup, que mon épargne soit illiquide au bénéfice de l'Europe, qui est totalement en dérive, et Mario Draghi l'avoue lui-même. Donc je vais trouver une solution tout à fait personnelle pour la sortir de l'Union européenne. Donc si on avait des politiques qui visent plutôt à conserver l'épargne et des politiques de prospérité, on pourrait se servir de notre épargne pour avoir la main sur notre dette à échelle nationale. Pour être sûr qu'elle ne s'évapore pas et qu'elle ne va pas dans tous les coins. Et pour amuser, pour s'endetter, mais à échelle nationale, pas à échelle européenne. Mais c'est pas beaucoup le plan de M. Barnier, ni de celles et ceux qui auraient pu être Premier ministre à la place de M. Barnier. Ni apparemment celui de M. Macron. Ni celui de M. Macron, puisque M. Macron n'a qu'un ennemi, cela se voit, c'est le pouvoir à échelle nationale. M. Macron l'a déclaré en marge du sommet Chose France, il ne serait pas contre la cession d'un grand organisme bancaire à des concurrents ou des rivaux étrangers. Ouais. En matière de souveraineté, ça en dit beaucoup, je crois. Ouais. Et donc effectivement, vous dites, bon, là, cette marge de manœuvre où on prend le taureau par les cornes et on se dit, on fait une politique de redressement national à ce niveau-là, au niveau de la dette, ou alors on continue effectivement à parler. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Ça veut dire que demain, si vous créez une commission, on va dire, mais qui soit pas une commission purement symbolique de gens tout à fait honnêtes et qui cherchent à faire des économies, c'est-à-dire que dans l'absolu, si on arrive devant les Français en disant bon, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, c'est tout de même ce qu'avait annoncé Bruno Le Maire, et je le disais l'année passée même à votre micro que ça ne serait pas le cas et qu'il y aurait des augmentations d'impôts. Et que dans l'intervalle, vous dites aujourd'hui oui, il va y en avoir, mais que la semaine passée, ce même monsieur Macron, auquel vous faisiez référence, organisait une sauterie aux Champs-Élysées qui coûte sa petite fortune, ça peut être très mal accueilli auprès des Français. Donc si vous avez une commission qui table réellement sur les économies, c'est-à-dire de ce qui ne sert pas, de ce qui n'est pas utile pour la nation, de ce qui n'est pas utile pour le pays, là vous pouvez faire avancer les choses. Vous pouvez également envisager, moi j'ai fait des suggestions, vous pourriez imaginer la création par exemple d'une SARL nationaliste, c'est-à-dire qui permette de réduire considérablement, on va dire par exemple à 10% sur l'impôt sur les sociétés et 5% sur les dividendes. Une SARL à l'échelle française. Ah oui, mais avec des codes nationalistes, vous créez une SARL nationaliste et vous dites cette SARL nationaliste va favoriser les jeunes Français non héritiers qui entreprennent. Donc ils auront une SARL, ils auront des prélèvements, ils auront la TVA à 20% et ils auront par contre seulement 10% d'IS et 5% sur les dividendes. Cette SARL nationaliste va favoriser également les entreprises qui font, disons, mettons plus de 80% de leur chiffre d'affaires avec des chaînes courtes de production et de consommation. Il serait bon, on va en parler de Tom Benoît, il serait bon que Michel Barnier vous appelle. On lance un appel, Michel Barnier, appelez Tom Benoît, c'est un bon conseiller, en tout cas écoutez-le, je crois que vous ne perdrez pas votre temps, mais nous avons... La crise économique actuelle, exacerbée par des facteurs multiples et globaux, s'inscrit dans un contexte de bouleversements sociaux, politiques et financiers. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne et homme politique de premier plan, a récemment reconnu la gravité de la situation économique. Il admet que les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays européens, dont la France, sont d'une ampleur inédite. En collaboration avec Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et fondateur de Géostratégie Magazine, l'analyse de cette crise nous invite à explorer ses racines, son développement et ses répercussions à long terme sur la société. La crise économique actuelle est avant tout une combinaison de plusieurs facteurs structurels qui ont évolué avec le temps. Si l'on remonte quelques années en arrière, l'Europe se remettait encore des séquelles de la crise financière de 2008. Cette période a été marquée par des politiques d'austérité, une montée des dettes publiques et une croissance stagnante, notamment dans les pays du sud de l'Europe. Alors que la reprise semblait progressive mais solide, la pandémie de Covid-19 a frappé le monde en 2020, provoquant une nouvelle récession mondiale. Les économies, soudainement mises à l'arrêt pour freiner la propagation du virus, ont vu leur chaîne d'approvisionnement se briser, les niveaux de consommation baissaient drastiquement et les gouvernements déployaient des milliards d'euros en soutien économique pour éviter un effondrement total. Cependant, ces mesures n'ont fait que retarder l'inévitable, une contraction majeure de l'économie mondiale.
Michel Barnier décrit cette crise comme une situation très grave, car elle touche de multiples aspects de la vie économique. L'inflation galopante, la baisse du pouvoir d'achat, la montée du chômage et des tensions dans le secteur de l'énergie. Depuis la reprise post-pandémique, l'Europe fait face à une montée rapide des prix, en particulier ceux de l'énergie, exacerbés par la guerre en Ukraine. Les sanctions imposées à la Russie, un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'Europe, ont fait grimper les prix du gaz et de l'électricité, entraînant une crise énergétique sans précédent. Les entreprises sont confrontées à des coûts de production exponentiels, ce qui pousse les petites et moyennes entreprises, PME, au bord de la faillite, tandis que les ménages subissent une baisse dramatique de leur pouvoir d'achat. Ces difficultés économiques viennent s'ajouter aux inégalités déjà présentes, creusant davantage l'écart entre les classes sociales. Tom Benoit, en tant qu'essayiste et fondateur de Géostratégie Magazine, souligne l'importance d'analyser cette crise dans un cadre géopolitique plus large. L'interdépendance mondiale est l'une des raisons pour lesquelles la crise actuelle est si difficile à résoudre. Les économies sont plus connectées que jamais, ce qui signifie que des événements apparemment isolés dans un pays ou une région peuvent rapidement avoir des répercussions ailleurs. Par exemple, la guerre en Ukraine ne concerne pas seulement les acteurs directs du conflit, mais elle impacte également les économies des pays voisins et au-delà. L'Europe dépendait énormément du gaz russe pour son approvisionnement énergétique et la rupture de ce lien a déclenché une série de crises secondaires dans des secteurs aussi variés que l'industrie lourde, la chimie et même l'alimentation. Ce contexte géopolitique complexifie également les efforts pour résoudre la crise, car les décisions prises au niveau national doivent souvent être adaptées pour tenir compte des relations internationales et des partenariats commerciaux. Barnier et Benoit s'accordent sur un autre aspect fondamental de la crise actuelle, la perte de confiance dans les institutions. La gestion de la pandémie, suivie des crises énergétiques et financières, a conduit à une remise en question des gouvernements et des institutions internationales comme l'Union européenne. Cette crise de confiance rend difficile la mise en place de réformes économiques audacieuses, car les citoyens sont de plus en plus sceptiques quant à la capacité des dirigeants à résoudre ces problèmes. La montée des mouvements populistes à travers l'Europe en est une conséquence directe. Ces mouvements captent l'insatisfaction de la population et proposent souvent des solutions radicales qui, bien que séduisantes à court terme, pourraient aggraver la situation à long terme. La dimension sociale de cette crise est tout aussi alarmante. Les couches les plus vulnérables de la population sont les premières touchées par l'inflation et la montée des prix. Les travailleurs à bas salaire, les retraités et les chômeurs sont confrontés à une précarité croissante. Le risque de pauvreté augmente, tandis que les gouvernements, confrontés à des contraintes budgétaires croissantes, peinent à fournir des aides sociales adéquates. Le mécontentement social se manifeste par des grèves, des manifestations et une instabilité politique croissante dans de nombreux pays européens. Cette situation rappelle, à certains égards, la crise sociale qui a suivi la crise financière de 2008, avec des manifestations d'envergure comme le mouvement des Gilets jaunes en France, qui est né de l'insatisfaction face à la hausse des taxes sur les carburants. La réponse des gouvernements à cette crise est cruciale. Michel Barnier appelle à une coordination renforcée au niveau européen, affirmant que seule une réponse collective et concertée permettra de surmonter les défis actuels. Il fait référence à la nécessité d'un kit budgétaire plus souple pour permettre au gouvernement de stimuler l'économie, tout en insistant sur la lutte contre l'inflation, qui reste la priorité des banques centrales. Cependant, les marges de manœuvre des gouvernements européens sont limitées par le poids des dettes publiques accumulées au cours des dernières décennies. La rigueur budgétaire, prônée par certains, entre en conflit avec les besoins de relance économique, créant un dilemme difficile à résoudre. Tom Benoit, pour sa part, met en garde contre les solutions à court terme qui ne tiennent pas compte des réalités géopolitiques. Il insiste sur le fait que l'Europe doit réduire sa dépendance énergétique
vis-à-vis de l'extérieur et investir massivement dans les énergies renouvelables pour assurer sa sécurité énergétique à long terme. Cela nécessitera des investissements colossaux et des réformes structurelles dans des secteurs clés de l'économie. Cependant, ces changements prendront du temps. Et d'ici là, l'Europe devra faire face à des choix difficiles pour maintenir son économie à flot.